Tchad-Turquie, le nouvel ambassadeur de Turquie, Kemal Kılıçdaroğlu, est reçu cet après-midi par le président de l'Assemblée nationale, Dr Haroun Kabadi. Les précisions sur cette rencontre dans un instant. À Jeddah, en Arabie Saoudite, la première dame Hinda Dibitno a offert un dîner à la colonie tchadienne. Un moment d'échange, plein de convivialité, une occasion aussi pour échanger sur les actions à mener dans le cadre des activités de la Fondation Grand Cœur. Miss Tchad, la beauté tchadienne sera sous les projecteurs le 29 février prochain. Plusieurs innovations sont annoncées par la présidente du comité national Miss Tchad, Youssoua Koulamala. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Avant de développer les titres, le compte-rendu du Conseil des ministres, compte-rendu fait par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Omar Yahya Hissène. 6 projets de textes ont été inscrits à l'ordre du jour du Conseil ordinaire des ministres de ce jeudi 20 février 2020, dont 2 rejetés après examen. Au titre du ministère délégué à la présidence, chargé de la défense nationale, de la sécurité, des anciens combattants et victimes de guerre, le Conseil a examiné le projet de décret portant organisation et fonctionnement de l'Office national de génie militaire et de la production en abrégé ONAGEMIP. Créé en lieu et place de la Direction centrale du génie militaire, le Conseil n'a pas jugé sa mise en œuvre opportune et a demandé au ministère concerné de revoir la configuration de la structure existante pour la rendre plus efficace, opérationnelle et adaptée au contexte. C'est ainsi que le projet a été rejeté. Le ministère du Pétrole, des Mines et de l'Énergie a aussi soumis au Conseil pour examen le projet de décret portant modification du décret numéro 1497 du 9 août 2018 portant approbation du projet de construction, d'exploitation et d'entretien du pipeline reliant le champ d'Oryx dans le bloc Chari Ouest 3 au point de raccordement du système de transport de Totco situé à un peu plus de 20 km à l'aval de la station de pompage numéro 1 de Comé. L'objectif visé par ce projet de modification est de minimiser l'impact de l'itinéraire du pipeline sur l'environnement afin d'éviter d'éventuels problèmes avec les populations riveraines. De manière concrète, il s'agit d'écarter le tracé depuis Bono 4 pour contourner certains obstacles, de traverser de manière perpendiculaire le fleuve Logone en réduisant la longueur et l'impact de la traversée, d'éviter certaines zones inondables propices à l'agriculture et de tenir compte de l'impact sur la forêt existante. Le ministère de l'Aménagement du Territoire, du Développement de l'Habitat et de l'Urbanisme a également présenté au Conseil un projet de décret portant affectation au profit de la Société des hydrocarbures Tchad SHT d'un terrain d'une superficie de 49,875 hectares situé à Djarmaya, canton Mani, sous-préfecture de Mani, département de Haraz el-Biar, province de Hadjar Lamis. Au cours des échanges, le Conseil a privilégié le caractère important et urgent du dit projet, qui s'attache à la date du premier baril fixé au 1er septembre 2020. Le Conseil a aussi statué sur le projet de décret portant adoption du plan national révisé des mises en œuvre de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, 2e édition, introduit par le ministère de l'Environnement, de l'Eau et de la Pêche. Ce document permet à notre pays d'avoir un profil actualisé sur les déchets et substances chimiques afin d'assurer un meilleur contrôle et un suivi régulier pour une gestion écologiquement rationnelle et durable, mais aussi de mobiliser des financements pour cette gestion. Tout comme pour le plan national de mise en œuvre précédent, la mise en œuvre de celui-ci qui est révisé nécessite l'appui technique et financier des partenaires au développement. Au titre du ministère du Développement touristique, de la culture et de l'artisanat, le Conseil a examiné le projet de décret
portant adoption de la nomenclature des métiers artisanaux au Tchad. Considéré comme l'un des secteurs prioritaires à la base de la création de richesses et d'emplois, l'artisanat représente, selon certaines études, près de 5% du produit intérieur brut et emploie 70% de la population active. C'est pour toutes ces raisons qu'une nomenclature des métiers artisanaux a été validée en 2017 et réactualisée en 2019 pour la rendre conforme au texte régissant le secteur. En dénombrant 8 branches d'activité, 34 corps de métiers et 274 métiers désormais, cette nomenclature permet au ministère de définir les critères de recensement des artisans et des entreprises artisanales exerçant au Tchad, de classifier par regroupement les branches d'activité et les corps des métiers, d'harmoniser et simplifier l'identification des métiers et des regroupements artisanaux, ainsi que la facilitation de la rédaction des textes relatifs au secteur de l'artisanat. Pour finir, avec la série de projets de décrets inscrits, le Conseil a examiné celui portant création, organisation et attribution des secrétariats généraux dans les départements ministériels présentés par le secrétariat général du gouvernement. Au regard de la situation économique et financière que traverse le Tchad et l'engagement liant le pays aux partenaires financiers, le projet a été simplement rejeté. Commencé à 10 h, la séance a pris fin à 12h05. Le président de l'Assemblée nationale, Dr Haroun Kabadi, a reçu en audience cet après-midi le nouvel ambassadeur de Turquie au Tchad, Kemal Kaygiziz. Objectif, échanger sur des questions parlementaires. Christelle Garlomdana. Après avoir présenté ses lettres de créance le 12 février dernier au président de la République Idriss Déby Itno, le nouvel ambassadeur de la République de Turquie au Tchad, Kemal Kaygiziz, effectue une visite de courtoisie au président de l'Assemblée nationale, Dr Haroun Kabadi. Le diplomate est venu remettre officiellement au président de cette institution une invitation à l'effet de prendre part à la célébration du centenaire de la République de Turquie prévue pour le mois d'avril prochain. Au cours de leur entretien, les deux personnalités ont fait le tour d'horizon des relations de coopération. Nous avons ici un mécanisme entre les deux pays, c'est le groupe d'amitié turco-tchadien. Et nous avons de bonnes relations avec le groupe. Ils ont visité la Turquie déjà 2-3 fois. Et comme l'ambassadeur de la Turquie ici, bien sûr, nous allons travailler pour renforcer toutes les relations entre les deux pays dans tous les domaines. Kemal Kaygiziz a loué le leadership des deux chefs d'État Recep Tayyip Erdogan et Idriss Déby Itno qui a permis d'impulser une dynamique à cette coopération agissante. La présidente de la Fondation Grand Cœur, la première dame du Tchad, Hinda Déby Itno, je vous le disais en titre, a offert hier à Djeddah un dîner à la colonie tchadienne. Sont conviés les potentiels partenaires et amis de la Fondation Grand Cœur. Cadre de la cérémonie, un hôtel de Djeddah. Les détails avec Nassour Noutiti. La salle de conférence de l'hôtel intercontinental de Djeddah n'a pas pu contenir la colonie tchadienne ainsi que le quota des potentiels partenaires de la Fondation Grand Cœur, invité ce mercredi 19 février à l'occasion du dîner offert par la Fondation Grand Cœur. Tous sont réunis autour d'une table de la solidarité et de l'amitié pour écouter la présidente fondatrice de la Fondation Grand Cœur. À son arrivée, peu avant 21 h, heure de Djeddah, soit 20 h, heure de N'Djamena, la première dame du Tchad et présidente fondatrice de la Fondation Grand Cœur, Hinda Déby Itno, a eu de la peine à accéder à la salle des banquets, tout simplement parce qu'elle était pleine à craquer. C'est dans cette ambiance de forte mobilisation autour des actions sociales de la Fondation Grand Cœur qu'a démarré la cérémonie dont le ton
est donné par l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Tchad auprès du Royaume d'Arabie Saoudite avec résidence à Riyad, Zakaria Fadoul Kitir Junior. Intervenant pour la circonstance, la secrétaire générale de la Fondation Grand Cœur, Madame Habiba Saoulba, a remercié l'assistance pour avoir donné un éclat particulier à la cérémonie par cette présence impressionnante. Elle a ensuite captivé l'auditoire et ému certains en énumérant les actions de bienfaisance accomplies en 3 ans de création de la Fondation Grand Cœur avant de présenter le plan d'action 2020 et solliciter de la colonie et des personnes de bonne volonté une aide pour sa mise en œuvre. Ce plan, dira-t-elle, est ambitieux au regard des besoins immenses des personnes nécessiteuses. Il traduit la détermination et l'engagement de la présidente et de tous les soldats de l'humanitaire de la Fondation Grand Cœur à améliorer la qualité de vie de leurs concitoyens en leur redonnant le sourire et l'espoir. Ce soir, nous vous demandons humblement d'accomplir un geste utile, un geste qui peut soigner un malade, étancher la soif d'une population, rendre la dignité à la femme par son autonomisation, donner l'amour de l'école à un enfant, permettre à une jeune fille de finir ses études pour son mieux-être social, préserver l'environnement, bref, un geste qui sauve la vie, qui redonne espoir d'une vie meilleure. Ensemble, nous construirons le Tchad que nous voulons. Solidarité humaine et des valeurs que vous partagez avec la Fondation Grand Cœur, celle de servir et non se servir, nous faisons appel à votre âme charitable, à votre amour du prochain. Après la projection d'un film documentaire de 8 minutes retraçant un pan des actions de la Fondation Grand Cœur sur le terrain au Tchad et l'intervention de la présidente fondatrice de la Fondation Grand Cœur, Hinda Déby Itno, le cœur ont parlé au profit de la Fondation Grand Cœur. L'épouse d'un prince saoudien a remis à la présidente de la Fondation Grand Cœur, Hinda Déby Itno, $50,000. D'autres donateurs se sont également manifestés mais préfèrent garder l'anonymat. S'adressant à la colonie tchadienne de Djeddah, la présidente de la Fondation Grand Cœur, Hinda Déby Itno, les a invités à la cohésion sociale. Aux partenaires, elle les a exhortés à soutenir les actions de la Fondation. La présidente de la Fondation Grand Cœur, Hinda Déby Itno, au micro de Nassour Noudjiti. L'organisation et la tenue réussie dans les conditions idoines de cette visite n'aurait été possible sans la contribution soutenue des autorités saoudiennes, notamment le roi Salman bin Abdelaziz Saoud, serviteur des mosquées saintes, et le prince héritier Mohammed bin Salman. Celle-ci traduit à n'en point douter les relations particulières qui lient nos deux pays et nos deux peuples. À vous tous réunis ici ce soir, je sais que vous êtes des hommes et des femmes qui ont un grand cœur. Nous sommes réunis ici pour parler de notre fondation, la Fondation Grand Cœur, qui est votre fondation, qui est la fondation des hommes et des femmes qui ont un grand cœur. Vous avez suivi tout à l'heure le film de 8 minutes. C'est ce qu'on a pu faire en 2019. La Fondation a soufflé ses 3 ans le 11 janvier 2020 à N'Djamena. Là, c'est sa première sortie à l'extérieur du Tchad. Et je pense que vous êtes à l'honneur. En 2019, nous avons exécuté 600 actions sociales dans les 23 provinces du Tchad. La Fondation a impacté la vie de 2 millions de personnes vivant au Tchad, qu'elles soient tchadiennes, réfugiées. Pour 2020, la Fondation projette
étendre ses actions sociales en faveur des femmes et des jeunes pour leur permettre de se prendre en charge. Chers frères partenaires, chers frères amis du Tchad, la secrétaire générale vient de résumer dans ses propos les actions sociales de la dite fondation et ses projets phares. Si vous acceptez de soutenir nos actions, sachez d'avance que Dieu vous le rendra au centuple à travers le sourire que vous aurez donné aux couches vulnérables de mon pays, le Tchad. J'espère que tous les invités ont reçu aussi le rapport et aussi on a un plan d'action pour 2020 qui va aussi être distribué à nos invités ici présents. Je voulais clore mon propos tout en vous remerciant à vous, mes frères et sœurs de la colonie tchadienne en général, et celles et ceux de Djeddah en particulier, d'avoir rehaussé de votre présence massive à cette cérémonie, malgré vos engagements. Mention spéciale également aux responsables de la colonie tchadienne de Djeddah, qui ont su mobiliser les compatriotes en un temps record. C'était les propos de la première dame Hinda Déby Itno, par ailleurs présidente de la Fondation Grand Cœur. Propos face à la colonie tchadienne, mais aussi au potentiel donateur à Djeddah en Arabie Saoudite. Un autre volet de l'actualité, suite à l'attaque des forces de défense et de sécurité dans le Tibesti par les terroristes, le président de l'association de la société civile et de la citoyenneté kazakh, Mahmoud Ali Saïd, a fait une communication. Suivez. La coalition des associations de la société civile pour l'action citoyenne kazakh condamne avec la dernière énergie cette incursion menée par des obscurantistes, des extrémistes religieux et des fondamentalistes et autres narcotrafiquants armés soutenus par le terrorisme international qui trouvent refuge aujourd'hui dans ce no man's land qu'est la Libye. Fort heureusement, les forces de défense et de sécurité étaient à la veille et à l'avant-garde et leur avaient infligé une défaite cuisante. Ces extrémistes avaient appris à leurs dépens. Je pense que cette défaite servira de leçon aux autres esprits malveillants égarés qui pensent que porter atteinte à la République du Tchad serait une chose facile. Qu'ils se détrompent, qu'ils reviennent à la raison. Car conduire des enfants, des adolescents vers le carnage est un crime que nous condamnons avec la dernière énergie. Aujourd'hui, il y a des centaines de milliers, voire des millions de Tchadiens qui sont devenus intellectuels grâce à la paix et à la stabilité, grâce au système éducatif et sanitaire instauré depuis plus de 28 ans dans notre pays. Les Tchadiens avaient jadis connu les affres de la guerre, avaient connu les difficultés et la souffrance de la guerre. Et je pense de raison garder qu'ils ne permettront jamais à aucun kidam, aucun esprit et aucun individu, d'où qu'ils viennent, porter atteinte à la paix et à la stabilité. Nous, au niveau de la Kazakh, on s'inscrit en faux et en antagonisme par rapport à ces actes odieux menés par cette horde de terroristes qui pensent que déstabiliser le pays, c'est facile. Nous demandons à tous nos compatriotes d'être vigilants, d'être toujours à la veille. Nous saisissons aussi cette occasion pour soutenir les forces de défense et de sécurité et par-dessus tout, soutenir l'homme de la paix. Le président de la République, Idriss Déby Itno, qui veille nuit et jour sans jamais faillir pour que la paix se perpétue dans notre pays. Socle et moteur de tout développement, la paix est une valeur cardinale qui guide toutes les actions du chef de l'État. Une valeur à cultiver au quotidien, surtout pour un pays comme le nôtre qui a connu les affres de la guerre. Les fils et filles de Toumaï doivent faire de la recherche de la paix leur quête quotidienne, leur délice. Suivez à ce propos le commentaire signé Amadé Abbas. Qui sème la paix récolte la joie, dit un adage.
La paix dont jouit aujourd'hui le Tchad est le fruit des sacrifices consentis par des hommes et des femmes soucieux de l'avenir de la patrie. Elle est surtout le couronnement des longs processus menés par les plus hautes autorités du pays et qui l'ont obtenu pour le bonheur des Tchadiens. Malheureusement, pendant que des efforts courageux et louables sont fournis tous les jours par le gouvernement sous la houlette du chef de l'État, Idriss Déby Itno, d'autres personnes mal intentionnées, téléguidés et facilement manipulés, tentent de les détruire. Il n'est un secret pour personne, le Tchad qui vient de très loin, œuvre depuis ces 3 décennies à tourner la triste page de son histoire. Aujourd'hui, le train qui a conduit le développement du pays poursuit son chemin. Un chemin voulu par un peuple souverain qui fonde son espoir sur la paix et l'unité. Des valeurs cardinales liées à son destin. Toutes tentatives tendant à mettre en mal ces louables efforts sont à proscrire. Pour être plus précis, le Tchad actuel, à l'ère de la 4e République, est résolument engagé vers son émergence. Il est forcément différent du Tchad des années antérieures. L'actuel Tchad s'est fixé comme objectif d'être un pays fort, compétitif, du coup un pays respectable et respecté. Le changement de mentalité prôné par la 4e République n'est pas une simple parole. Pour ceux qui pensent que les chantiers entrepris par les plus hautes autorités en faveur du bien-être de la population doivent s'arrêter, nous disons non. Ceux-ci se trompent du chemin, mais il n'est pas tard pour qu'ils se livrent à un examen de conscience. Nous devons tous regarder dans la même direction, celle de construire le Tchad dans la paix et la concorde en vue de son émergence. Nous devons afficher une volonté commune d'éradiquer ces mâles qui déchirent l'unité des fils d'un même pays. Surtout que la nouvelle République nous recommande de cultiver la paix, les pardons, la consolidation de l'unité nationale et la justice sociale, gage de tout développement. La guerre n'a jamais construit. Partout, elle n'a fait que semer la désolation et freiner le développement d'un pays. Le deuxième conseiller chargé de la politique intérieure de l'ambassade de France au Tchad est à Béché ce jeudi. Avec les autorités administratives, traditionnelles et religieuses, il a eu des échanges. Au menu, la paix et la stabilité, bien évidemment les relations de coopération entre le Tchad et la France. Ousmane Bougoy. Les échanges ont porté sur la coopération qui existe entre la France et le Tchad, la situation sécuritaire dans le Ouadaï et la question des réfugiés. Le deuxième conseiller de l'ambassade de France au Tchad, chargé de la politique intérieure, Guillaume Delenda, a au cours des échanges laissé entendre qu'il est venu discuter avec les autorités locales pour mieux voir les enjeux politiques dans la province et d'évaluer la coopération qui existe entre les institutions françaises dans le Ouadaï et les autorités locales. Il a enfin remercié les autorités locales pour le travail abattu pendant la période de l'état d'urgence et qui a permis d'instaurer la paix et la stabilité dans la province. Le gouverneur de la province du Ouadaï, Ramadan Erdebou, a remercié le deuxième conseiller de l'ambassade de France pour cette visite qui, selon lui, renforcera davantage les relations d'amitié qui existent entre les autorités provinciales et l'ambassade de France au Tchad. Il a, au cours des discussions, sollicité l'appui constant de la France en matière de santé, de l'éducation et de l'eau dans la province du Ouadaï. Juste après le gouvernorat, le deuxième conseiller de l'ambassade de France au Tchad se rendit au siège du Conseil supérieur des affaires islamiques du Ouadaï, où il a discuté avec le membre du Conseil sur le rôle de leader religieux dans la cohabitation pacifique et la consolidation des acquis de la paix. Ils ont aussi parlé de développement et renforcement de la coopération entre les deux pays. Après le Conseil supérieur des affaires islamiques du Ouadaï, Guillaume Delenda est allé rendre une visite de courtoisie au sultan du Dar Ouadaï, Chérif Abdelhadi Mahdi, où ils ont abordé l'excellence des relations entre le royaume abbasside du Ouadaï et la France. L'ambassade de Chine au Tchad a organisé hier après-midi dans ses locaux une journée dite d'information trimestrielle. Voici la Chine, une initiative qui vise à faire connaître davantage ce pays. La Chakbe Pabamé Désiré.
Deuxième puissance économique mondiale, la Chine veut se faire connaître davantage. L'ambassade de la République populaire de Chine au Tchad offre désormais à ce titre un cadre dénommé « Voici la Chine ». Il s'agit de l'institutionnalisation d'une journée d'information trimestrielle permettant de présenter les potentialités que regorge le pays de Mao Tse-tung. Il est question aussi et surtout de réfléchir et de partager les expériences de la Chine. Parlant de l'épidémie de coronavirus, l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Tchad, Li Jianjing, relève que son pays a pris l'initiative de mener une coopération internationale en communiquant toutes les informations à l'Organisation mondiale de la santé et aux agences diplomatiques chinoises à l'étranger. Selon l'ambassadeur, cette approche a permis de limiter et de contrôler la propagation de ce virus. L'assistance constituée de quelques journalistes ayant séjourné en terre chinoise dans le cadre de la coopération bilatérale a vanté le mérite d'un peuple qui a su s'imposer par son travail. Elle émet le vœu de voir cet exemple servir de tremplin pour l'émergence des pays africains. À la question de savoir comment la Chine pourrait développer le tourisme tchadien, l'ambassadeur Li Jianjing dit que son pays entend renforcer davantage les liens de coopération pour explorer ce secteur en vue de son plein essor. Atelier de validation technique de la carte sanitaire pour la période 2019-2023. Les travaux ont pris fin cet après-midi. L'issue est marquée justement par la validation de cet outil qui orchestrera les actions du gouvernement dans le cadre sanitaire. C'est le ministre de la Santé publique qui a clos les travaux. Ali Mohamed Bello. Au terme des travaux de 5 jours, les acteurs de la santé ont validé la carte sanitaire pour la période 2019-2023. Désormais, le pays dispose de cet important outil qui orientera ses actions en faveur de la santé. La prochaine étape, c'est la dissémination. La carte sanitaire permettra à notre pays et à ses partenaires d'orienter les interventions et faire une bonne planification afin de rendre disponible les services de soins dans chaque localité selon la spécificité. Je voudrais vous rappeler que l'accès équitable aux services de santé à toute la population tchadienne est une préoccupation permanente de notre pays sous le leadership affirmé de son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef de gouvernement. Et pour améliorer véritablement les services de santé, les participants recommandent à l'exécutif de veiller au respect de l'acte réglementant la création des formations sanitaires. Ils lui recommandent par ailleurs d'allouer les ressources sur la base des besoins réels mis en exergue par la carte sanitaire. Ouverture ce matin au Musée national d'un atelier de formation qu'organise le bureau de la jeunesse du parti Al-Nasr sur l'utilisation optimale des réseaux sociaux. C'est le président national de cette formation politique qui a présidé la cérémonie d'ouverture. Abdelaziz Oumar Saballa. Comment utiliser de manière optimale les réseaux sociaux dans le domaine des médias électroniques, tels que les modules de cet atelier de formation organisé par le bureau de la jeunesse du parti Al-Nasr. 130 jeunes issus des divers établissements de la capitale prennent part à cette formation. Dans son mot de bienvenue, le président du comité d'organisation, Hamza Mohamed Saleh, a remercié le dit bureau pour cette initiative car pour lui, le parti ne peut atteindre ses objectifs qu'avec aussi l'implication des médias électroniques. Quant au président du bureau de la jeunesse, Abdeldaïm Saleh, cet atelier vise à inverser la tendance par rapport à l'utilisation négative des réseaux sociaux. Par ailleurs, il a manifesté la disponibilité de son bureau à faciliter aux jeunes la réalisation de leurs aspirations. Pour le président national du parti Al-Nasr, professeur Mohamed An-Nadif Youssouf, le présent atelier permettra à ce jeune de se familiariser avec les technologies de l'information et de la communication en général et l'utilisation à bon escient des réseaux sociaux en particulier, car la jeunesse a un rôle à jouer dans l'édification de la société pourvu que sa capacité, sa pensée et ses compétences soient exploitées.
Le projet La Voix des jeunes du Sahel, en collaboration avec l'Union européenne et le Royaume du Danemark, œuvre pour l'intégration de la jeunesse au processus de prise de décisions politiques et socio-économiques. À travers une stratégie adaptée, le gouvernement tchadien vise à structurer le dialogue entre les jeunes de la bande du Sahel et leurs autorités. Brahim Suleiman. Dans le but de valoriser les opportunités économiques des jeunes entrepreneurs tchadiens, le projet La Voix des jeunes du Sahel identifie l'excellence et l'innovation. Un réseau de 1000 organisations de jeunes du Mali, du Burkina Faso, du Tchad et de la Mauritanie œuvrent à travers la plateforme La Voix des jeunes du Sahel en faveur des chantiers prioritaires axés sur le transfert des compétences. Selon les jeunes tchadiens bénéficiaires du projet, le processus de prise de décision ou de gestion de la chose publique nécessite leur implication. Le directeur de la jeunesse rassure les jeunes tchadiens de la volonté du gouvernement. J'insiste sur votre sens de professionnalisme, sur votre sens d'analyse objective et sur une communication pertinente qui doit être pérenne dans le cadre donc de développement de la jeunesse holistique, non seulement ici dans notre pays, le Tchad, mais dans le G5 Sahel. À la phase des tests sur les opportunités et les capacités en matière de l'entrepreneuriat, 3 jeunes tchadiens se distinguent de leurs pairs. Khadija Dadi, Korey Hemchi Dogori et Abdelkarim Hassan ont été primés pour avoir présenté des bons projets. Le calvaire n'est pas encore à sa fin. Se faire délivrer une carte nationale ou un passeport reste toujours un casse-tête. Des jours après le lancement du système intégré de gestion des populations et des titres sécurisés. Un tour ce matin au centre de délivrance des pièces de la commune du 7e arrondissement de la capitale pour faire un constat. Gamgelidne Joël, reportage. C'est pour épargner les citoyens des difficultés liées à l'acquisition des documents tels que le passeport, la carte nationale d'identité, que le gouvernement a créé l'Agence nationale des titres sécurisés ANAT. Le lancement du système intégré de gestion des populations et des titres sécurisés par l'ANAT le 22 janvier 2020 a suscité beaucoup d'espoir. Le système étant doté des équipements de dernière génération, sera à mesure de produire en 8 heures du temps 550 passeports et 5000 cartes. Après un mois de travail, le système ne semble pas encore atteindre sa vitesse de croisière. Au centre de délivrance des pièces de la commune du 7e arrondissement, les usagers relèvent des difficultés. Ça fait 2 semaines et quelques jours que je suis ici. Je n'arrive même pas à me faire filmer alors que j'ai les dossiers possibles entre mes mains. Par exemple, hier, j'étais là de matin jusqu'à 18h, 19h. On m'a demandé de rentrer et revenir ce matin. Voilà que je suis revenu le matin, même avoir accès, entrer et se mettre en rang avec les autres pour se faire filmer, devient un problème. Les procédures ne sont pas faciles, c'est vraiment pénible. Pour avoir la fiche, j'ai passé 3 nuits d'abord ici. Pour que la commission vise seulement cette fiche, j'ai fait 1 semaine et 2 jours. Par rapport à cela même, pour viser cela même là, parfois tu viens, tu restes, au lieu qu'on te vise ça, ces gens ne veulent pas travailler, on te renvoie, on dit tu repars, revenez prochainement. Pourquoi ces difficultés? Qu'est-ce qui peut justifier cette lenteur quand on sait que les machines sont neuves, sophistiquées et que l'État a déployé les moyens nécessaires pour la cause? Seuls les responsables concernés sont mieux placés pour donner des éléments de réponse. Les travaux de construction du marché rural de l'Aï avancent à grands pas. Et pour s'enquérir justement de l'évolution, le gouverneur de la province de Tandilé a fait une descente sur le terrain. Reportage Eric Guidi. Déjà de loin, on voit les ouvriers en train de s'activer à la réalisation des tâches relatives au démarrage des travaux. Ce marché rural d'une superficie de 6 000 m², dont 1 000 m² est en pleine construction, comporte plusieurs pièces. Il s'agit de 2 magasins de stockage, 2 boutiques, une chambre froide et local de gestion, 4 hangars d'étalage, 2 latrines à 6 box, un bac à ordures, un local technique, un château d'eau de 15 m³, un forage équipé d'une pompe solaire et un kit solaire. Mohamed Saleh est l'ingénieur en charge des travaux de l'entreprise Al-Mubarak. Vous voyez sur le terrain, presque nos fruits sont à 100%. Et certains ouvrages, on avait commencé même à bouler déjà nos poteaux amorces, les semaines plutôt. À partir de demain, on va commencer avec le boulage de
amorce. Et on a aussi un planning. Et si, en respectant le planning, je crois qu'on va respecter les délais. Le gouverneur de la province de la Tondjili, Ngarbou Madar Jacob, qui s'est rendu sur les lieux pour constater de visu le démarrage des travaux de ce marché qui avance à grands pas, s'exprime en ce terme. Les travaux vont bon train et j'en suis sûr que l'entrepreneur qui a gagné le marché est en mesure de nous faire un travail convenable. Raison pour laquelle nous sommes venus dans le cadre de visiter, voir l'avancement de ces travaux. Ce marché rural de l'Aïe est conçu sur le fond du programme d'appui au développement local et à la finance inclusive au Tchad et le délai d'exécution est de 7 mois. À Koumra, les autorités administratives, opérateurs économiques, techniciens et producteurs ruraux s'activent pour la tenue du tout premier forum économique du Mandoul prévu en avril prochain. Ditangé Ngeita Félix. Dans le cadre de l'organisation du tout premier forum économique provincial sur les filières porteuses de karité, sésame et miel prévu du 21 au 24 avril prochain à Koumra, le gouverneur de la province du Mandoul, Lucie Biasemda, a présidé une rencontre préparatoire en sa résidence. C'était en présence des chefs de service déconcentrés de l'État, opérateurs économiques, chefs traditionnels, leaders religieux et techniciens de différents domaines. Il s'agit de donner des orientations générales en termes de stratégie, précisément de décisions, actions, recherche et valorisation des potentialités des filières porteuses de ces différentes entités. Ce forum se veut une instance de débat public et de prise de décision pertinente car la province du Mandoul, en sa globalité, est devenue dans cette dernière décennie un carrefour d'affaires agricoles et une plateforme de production de produits de rente tels que sésame, l'arachide, le karité, le miel, la courge, le soja, l'haricot, le riz, manioc, moringa et bientôt la relance de la culture de fonio. Le potentiel et les contraintes de la province du Mandoul ne sauraient être évaluées qu'au travers d'une telle instance au fin de mettre en place un plan économique résilient, susceptible de lutter contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire, a indiqué le consultant indépendant. Le délégué de l'agriculture de la province du Mandoul, Abdelkader Sabra Boro, a présenté sur PowerPoint la situation générale de la campagne agricole 2019-2020 du Mandoul, suivi de débats assez sereins. Le gouverneur de la province du Mandoul, Subi Asemda, a dans son mot de clôture appelé les opérateurs économiques et producteurs ruraux à plus d'investissement pour une obligation de résultat lorsqu'il s'agit de ce tout premier forum. Une cérémonie de passation de service à Sar dans le Moyen-Chari. Le nouveau délégué provincial Abdelkarim Mohamed Youssouf prend fonction. Les temps forts de la cérémonie avec Mboro Benoît. La déléguée sortante, Madame Bekika Burkinebe Victoire, a fait savoir qu'en peu de temps, elle et son équipe ont mis en place une stratégie de communication, de sensibilisation et d'information avec les partenaires pour faire face au changement climatique. Elle n'a pas manqué de souligner le phénomène de mort de poissons dans le département de Korbol, où les analyses sont en cours pour décliner l'origine de la pathologie. Installant le nouveau délégué provincial de l'environnement, de l'eau et de la pêche, le secrétaire général de la province du Moyen-Chari, Banyandola Somnaron, a d'abord félicité la déléguée sortante qui, en peu de temps, a su, par son dynamisme doublé de sa qualité humaine, redynamiser les différents services de la dite délégation, mettant ainsi ses collaborateurs en confiance. Avant de dire au nouveau délégué Abdelkarim Mohamed Youssouf que l'émergence du Tchad à l'horizon 2020 nécessite de nombreux défis à relever, qui sont entre autres la lutte contre la désertification, la coupe abusive des bois verts et les feux de brousse. La protection de l'environnement est l'une des priorités de l'État pour faire face au changement climatique. Le nouveau délégué provincial de l'environnement, de l'eau et de la pêche du Moyen-Chari, Abdelkarim Mohamed Youssouf,
a saisi l'occasion pour remercier les plus hautes autorités du pays qui ont placé leur confiance en sa personne et l'espoir que le gouvernement attache à l'environnement. Il invite ses collaborateurs à plus de synergie d'action dans l'objectif de mener à bien la mission qui les a été assignée dans le respect des textes légaux et réglementaires en matière de forêt, de la faune et des ressources halieutiques. Le marché aux poissons de Chagua, ouvert depuis 2015, n'est pratiquement pas fonctionnel. Pourtant, il a été créé pour permettre aux N'Djaménois d'acheter du poisson frais conservé dans de bonnes conditions. Ce marché est déserté par les vendeuses qui préfèrent placer leurs étals au bord des avenues de la capitale. Pourquoi ? Élément de réponse dans cette enquête qui porte la signature de Damgué Litné Joël. Marché aux poissons de Chagua, il est 16 heures. À cette heure précise, ce marché qui devrait grouiller des monde affiche plutôt un silence de cimetière. Il est pourtant construit pour servir de cadre idéal de vente de poissons respectant les normes internationales. Malheureusement, ce marché est resté à l'ombre de lui-même. Les installations de cette infrastructure, qui ont coûté des millions de nos francs, ne sont pas exploitées à la hauteur des attentes. Le local est déserté au profit des marchés de fortune qui s'est créé illégalement à l'entrée des lieux, au bordure du goudron, exposant commerçantes et clients au risque d'accidents de voies publiques. Ici, les vendeuses à la sauvette réalisent tranquillement leur chiffre d'affaires, peu importe les risques qu'elles encourent. Dedans là, c'est un peu en bas là-bas, la place d'où on est là avec les poissons vent là, donc les gens ne peuvent pas entrer jusqu'à dedans. Nous on fait le marché avec les gens qui viennent du travail, c'est pour ça qu'on est resté pour faire le travail, pour faire le marché. Parce que jusqu'à pour garer leur moto pour entrer là, ça prend du temps. C'est pour cela que nous on est venus ici pour faire le marché. Nous on vend les petits poissons ici là, c'est pour avoir les 1000 francs, 500 dedans pour manger aussi. Notre marché même ça nous plaît. Parce que c'est aussi du export, on fait aussi l'export. Les clients, quant à eux, témoignent qu'ils n'ont pas de choix que d'acheter les poissons ici et surtout que l'accès est facile. C'est juste un profit pendant qu'on est en train de rentrer et comme elles sont sur la route, on profite pour en acheter. C'est pas un choix, mais en fait c'est juste un profit. Qu'elles sont installées dehors. Pourtant, peut-être c'est les agents de la mairie qui seront obligés de les contraindre à entrer au marché. Et nous serons obligés de les suivre, nous les gens qui voulons nous approvisionner. Les responsabilités de l'inutilisation de ce marché moderne sont partagées, à en croire Adoum Goni, vice-président de la fêtière des organisations tchadiennes pour la promotion de la pêche, de l'aquaculture et pour la protection de l'environnement. C'est la mairie qui est la cause principale. Lorsqu'on avait installé les femmes ici, il y avait un engouement portant des gens au marché. Mais la mairie centrale voulait prendre le marché en main parce qu'elle considérait que c'est un marché comme tout autre, alors que ce marché a un statut particulier. La gestion incombe au comité de gestion. En tant que partenaire de gestion de ce marché, les autorités communales du 6e arrondissement optent pour la sensibilisation des commerçantes afin qu'elles regagnent les lieux. Nous collaborons parfaitement avec le comité de gestion. Pour nous, s'ils font la sensibilisation et qu'on nous demande un appui de la police pour dégager tous ceux qui sont sur la route, nous sommes prêts à le faire. Parce qu'on a eu à le faire plusieurs fois. Il n'y a pas de raison, on nous dit qu'à l'intérieur, les gens ne viennent pas acheter de poissons, donc il faut sortir et exposer les poissons sur la voie publique. Non, ça c'est pas de raison. Quel que soit le problème, n'est-il pas grand temps pour que les acteurs impliqués dans la gestion de ce marché trouvent un terrain d'entente pour lui donner une ambiance digne d'un marché? Et surtout que les poissons exposés à même le sol, dans des conditions hygiéniques déplorables au bord du goudron, peuvent causer des maladies, il faut agir. Agir bien et vite pour que commerçantes, clients et gestionnaires de ces précieux locaux y trouvent chacun son compte. L'association de bienfaisance des ressortissants de Dartama lance officiellement ses activités à Guéreda. C'est le maire de la commune de Guéreda qui a présidé la cérémonie marquant le démarrage des activités. Mohamed Salianour Abakar.
Créée en septembre 2018, l'association de bienfaisance des ressortissants de Dartama lance officiellement ses activités à Gréda, chef-lieu du département de Dartama. Le lancement a été marqué par la présentation d'une pièce théâtrale qui décrit le rôle et l'importance de l'association dans la sensibilisation et le règlement des tensions intercommunautaires qui peuvent surgir entre les communautés et les réfugiés qui vivent à l'est du pays depuis 2003. Elle œuvre également pour le développement de l'agriculture et l'élevage, la scolarisation des filles et la protection de l'environnement. Pour le président de l'association, ces objectifs vont consolider davantage le lien entre les filles et fils du département de Dartama. L'atteinte de ces objectifs est tributaire de la consolidation de la relation entre les fils et les filles de Dartama. Sachez que notre abnégation, notre volonté à forger un avenir radieux pour le département de Dartama, notre richesse matérielle et financière ne sont rien que sans vous. Les chefs traditionnels et religieux ont fortement salué cette initiative avant de réitérer leur engagement à soutenir les actions de l'association tendant à promouvoir le bien-être social. Officiant cette cérémonie de lancement, le maire de la commune de Gréda, Suleiman Hamad, se réjouit de la mise sur pied de cette association qui regroupe tous les ressortissants de Dartama. La commune de Gréda ne ménagera aucun effort pour accompagner l'association dans l'accomplissement de ses différentes activités, a-t-il ajouté, en commençant par l'attribution d'un terrain pour la construction de son siège. L'école des sages-femmes et maïoticiens de Sarre a procédé au lancement officiel des soutenances de mémoire de fin de cycle de ses étudiants de la première promotion. Les précisions avec Mounpor Béadongar. La problématique de la santé de la mère et de l'enfant dans un pays vaste avec une diversité culturelle comme le Tchad est au cœur de la préoccupation des plus hautes autorités. C'est pourquoi des écoles privées viennent en appui à l'effort du gouvernement en mettant à sa disposition des ressources humaines. Raison pour laquelle l'école de sages-femmes et maïticiens, qui offre aujourd'hui l'occasion à ses étudiants de soutenir leur mémoire pour l'obtention de licences professionnelles, marque un pas important dans la formation du personnel de santé. Dans son adresse, le directeur technique de l'école, Dr Mbaye Edouard, a fait une brève présentation de son institution avant de souligner quelques difficultés liées au non-paiement de frais de formation par certains parents. Le représentant du délégué sanitaire provincial du Moyen-Chari, Moregomba Mbaye Bédé Théophile, indique que la question des personnels de santé est depuis longtemps cruciale au Tchad. Les formations sanitaires sont confrontées à une insuffisance en ressources humaines, en quantité et qualité. Ainsi donc, cette soutenance s'inscrit dans le cadre logique de la politique du gouvernement de la République du Tchad à travers le ministère de la Santé publique. L'évêque de Sarre, Miguel Sébastien, présent à cette cérémonie, a encouragé les lauréats à plus de consentement afin d'en sortir tête haute à l'issue de cette soutenance. Pour sa part, le secrétaire général de la province du Moyen-Chari, Mbaye Miandola Somnaro, il a félicité les initiateurs de cette école qui ne sont rien autre que les anciens élèves du lycée Collège Saint-Charles-Luanga. Il a demandé aux candidats d'avoir le sang-froid dans leurs exposés et les différentes questions qui leur seront posées. Miss Tchad, je vous le disais en titre, la beauté tchadienne sera sous les projecteurs le 29 février prochain. La présidente du comité national, Miss Tchad, Yousra Koulamala, au cours d'un point de presse, a annoncé plusieurs innovations. Je vous invite à la suivre. Je voudrais avant tout féliciter l'équipe dynamique du CONAMI qui ne ménage aucun effort pour la réussite de cet événement important pour la culture tchadienne qui mettra en avant la beauté tchadienne et l'intelligence de nos candidats et aussi leurs ambitions si elles sont élues Miss Tchad 2020. Je voudrais aussi remercier tous nos partenaires qui ne cessent de nous renouveler leur confiance et qui permettent chaque année de hisser cet événement à un niveau très élevé.
Le CONAMIT a voulu donner une note particulière à l'élection de Miss Tchad 2020 en plaçant l'événement sous le thème de la lutte contre le paludisme. Le CONAMIT cette année a apporté quelques innovations dans le déroulement des élections régionales des candidates. En outre, cette année, la sélection a été digitalisée. Nous avons utilisé les réseaux sociaux pour une sélection optimale et une interactivité qui a montré son efficacité. Nous avons le plaisir de vous annoncer que nous avons porté le nombre de dauphines de 3 à 5. Cela augmentera encore plus le suspense pour cette élection que nous voulons magnifique et porteuse d'espoir et de rayonnement pour le futur. La lecture de quelques communiqués avant de nous séparer, communiqués émanant du ministère de la Femme, de la Protection de la Petite Enfance et de la Solidarité nationale. Le ministre de la Femme, de la Protection de la Petite Enfance et de la Solidarité nationale tient à informer à l'opinion nationale et les femmes en particulier que les pagnes et les foulards destinés à la commémoration de la Journée internationale de la femme sont disponibles. Dans le souci de permettre l'accès aux pagnes à toutes les femmes selon leur pouvoir d'achat, les prix officiels arrêtés par le ministère de commun accord avec l'opératrice économique sont les suivants. Le prix unitaire du pagne est de 11 000 francs CFA et celui du foulard 5 000 francs CFA. Le ministère met en garde les individus véreux qui vont s'adonner à toute forme de spéculation. Les points de vente sont les suivants: Centre social numéro 1, Centre social numéro 3, Maison nationale de la femme et la King Textile. Placé sous le haut patronage de la première dame Hinda Debitno, le site national de l'édition 2020 de la Sénafête retenu est Moussoro dans le Bar El Ghazal. Fait en Djamena le 20 février 2020, la ministre de la Femme, de la Protection de la Petite Enfance et de la Solidarité nationale, Dr Jalal Arjun Khalil. Un autre communiqué ayant appris avec consternation le décès de leur camarade Baba Haroun Dominguéré, membre du conseil de la représentation du MPS du Bénin, le secrétaire général du mouvement patriotique du Salut et les membres du bureau du MPS du Bénin adressent les sincères condoléances à la famille du disparu. Que son âme repose en paix. C'est tout pour cette édition.